Vision Futur Média, madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. Résultat de l'élection présidentielle en Gambie, l'opposant Adama Barrow l'emporte avec plus de 45% des voix. Après 22 ans au pouvoir, Yahya Jammeh aurait admis sa défaite. Retour sur cette élection en début de journal. Les élections législatives se tiendront le 2 juillet 2017. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État hier lors de sa rencontre avec des représentants de l'opposition. Pour le chargé des élections au PDS, l'organisation du scrutin par l'actuel ministre de l'Intérieur pose problème. Réaction également du chargé des élections à l'APR, Benoît Sambou. Vote du budget du ministère des Affaires étrangères, il est arrêté à plus de 62 milliards de francs CFA. Mankeur Ndiaye assure suivre le cas des Sénégalais détenus et tués à l'étranger. Il s'est également exprimé sur la demande de fermeture des écoles Yavuz Selim par le gouvernement turc. L'actualité de ce vendredi marquée par l'installation du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Le président de Cause Pétrogaz promet de remplir sa mission, même s'il admet qu'elle s'annonce difficile. Élection générale de représentativité des centrales syndicales. Le secrétaire général de la FGTSA appelle les travailleurs à se mobiliser autour de la fédération afin qu'elle remporte les élections. Une assemblée générale s'est tenue ce vendredi. Nous ferons le point dans cette édition. Ce soir, l'invité du 20h est le docteur Safietou Thiam, directrice exécutive du Conseil national de lutte contre le virus du sida. Alors que la maladie est encore très présente en Afrique, elle a répondu aux questions de Mamoudou Ibra Kane. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans cette édition présidentielle en Gambie. L'opposant Adama Barrow défie tous les pronostics et bat le chef de l'État sortant, Yahya Jammeh, face à l'homme qui règne sur le pays depuis plus de 22 ans. Adama Barrow a obtenu plus de 45% des voix. Yahya Jammeh aurait admis sa défaite et doit s'adresser à la nation dans une déclaration télévisée. Retour sur ce coup de théâtre, c'est avec Fatou Kinedem. Vox Populi, 22 ans au pouvoir, 22 ans de dictature. Yahya Abdul Aziz Yemous Dionkung Jammeh pourrait quitter le pouvoir. Une défaite historique. Adama Barrow est le nouvel homme fort de la Gambie. La commission électorale du pays l'annonce vainqueur de la présidentielle avec 263 515 voix contre 212 099 pour Yahya Jammeh et 102 969 pour Kandé Maman. Une élection que l'on disait jouée d'avance. L'ex-président Jammeh reconnaîtrait sa défaite. The support is there, power belongs to the people. You can't suppress that, you cannot stop that. It's the people. And the people are with us. So that's why we are very powerful. La Gambie dans une nouvelle ère, si les premiers résultats sont confirmés, plus de liberté, plus de démocratie. Adama Barrow en avait fait des promesses électorales. Le devenir du natif de Kanilai incertain, Jammeh pointé du doigt pour violation des droits humains. Le 2 juillet 2017, c'est la date choisie pour la tenue des élections législatives au Sénégal. D'après le chargé des élections au Parti démocratique sénégalais, le chef de l'État ne fait que respecter le calendrier républicain. Cependant, hors de question, selon lui, de laisser l'actuel ministre de l'Intérieur organiser le scrutin. Autre avis, celui du chargé des élections à l'APR. Pour Benoît Sambou, c'est l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Intérieur, qui va organiser les élections. Réaction dans ce reportage d'Alassane Ba et d'Younous Diatta. Selon le secrétaire national chargé des élections au Parti démocratique sénégalais, le chef de l'État Macky Sall n'a fait que respecter la loi. Le 2 juillet, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un truc de Noël, ce n'est pas un truc de Nouvel An, c'est une obligation légale et réglementaire qui incombe au premier magistrat du Sénégal, Macky Sall. Donc le 2 juillet, ça entre dans le calendrier républicain qu'ils ont tenu caché jusqu'à présent. C'est ça qui est dangereux. C'est bien que le président de la République ait reçu l'opposition et au cours vraiment de ce débat,
qu'on ait retenu de manière consensuelle. Plus loin, souligne Sada Ndiaye, il est difficile d'atteindre 4 millions d'électeurs inscrits dans le nouveau fichier électoral. Ce n'est pas possible. Avec les moyens actuels, avec les commissions actuelles, on ne pourra jamais faire cela. Et là, donc, on retourne à l'ancien fichier. L'ancien fichier, ils disent quoi? Si l'opération audit physique n'arrive pas à terme, on retourne avec l'ancien fichier mis à jour. Le terme mis à jour, c'est important, mis à jour. Ça, c'est les accords que nous avions donc, de la revue du Code. Donc c'est pour ça que je me suis toujours posé la question sur pourquoi l'opposition ruait dans les brancards. Point de désaccord lors de la rencontre entre le chef de l'État et Manko Wattu Sénégal. L'opposition continue de récuser le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. De l'avis de Benoît Sambou, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Il n'est pas bon de dire que telle personne a jeté l'anathème sur une personne pour remettre en cause à travers cette personne ce que l'État doit faire. Il n'en est pas question. Il faut respecter l'État. En 2015, on n'avait pas d'élection en vue. La date des élections législatives, c'est aujourd'hui qu'on l'a su. Mais qu'est-ce qui a motivé cette mobilisation de 200 000 nouvelles inscriptions? C'est la fraude. Ça aussi, il faut le dire. C'est pourquoi nous récusons le ministre de l'Intérieur. Quelqu'un qui n'est même pas capable de respecter les actes républicains qu'il a posés, comment voulez-vous qu'on lui fasse confiance? Non, on le récuse. L'apériste est d'avis que le bulletin unique ne renforce pas notre démocratie, contrairement à Sada Ndiaye qui estime qu'avec le bulletin unique, nous aurons des élections claires et crédibles. On reste en politique. François Hollande ne sera pas candidat à la présidentielle de 2017. En France, l'annonce du chef de l'État est majoritairement bien reçue. La rédaction est partie à la rencontre d'expatriés français établis au Sénégal. Si pour beaucoup, François Hollande paye son manque de popularité, il a néanmoins démontré sa grandeur en cédant sa place à Aïssatou Paye et Léane Yafouna. Hourra! Hourra! Timide cri de victoire, mais cette ressortissante française reste ferme dans ses convictions. Le mandat de François Hollande n'a été que des illusions pour les Français. La décision du chef de l'État a ouf de soulagement. C'était 4-5 années extrêmement difficiles pour les Français. Je suis vraiment contente qu'il ait décidé de ne pas se représenter. Avec les politiciens, c'est qu'ils ne sont pas du tout au niveau du peuple. Ils sont un petit peu dans leur sphère, dans leur tour d'argent. Ils ne se rendent pas du tout compte de la vie de tous les jours des Français, de ce qu'ils vivent. Donc déjà, ce serait bien qu'ils redescendent un peu de leur piédestal et qu'ils se mettent au niveau des gens. Parmi ces gens, Jean-Luc Forge, pour ce monsieur, les grands hommes partent au bon moment. Vision très courageuse. Je trouve qu'il renforce la dignité de la fonction. Je crois qu'il a eu conscience qu'il ne fallait pas éclater la gauche plus qu'elle n'est éclatée déjà. Donc je crois que c'est une décision sage de sa part. La décision de cette dame a été motivée par plusieurs raisons. Elle fait ici le procédé politicien. Que j'ai quitté la France à cause des politiciens, parce que je voulais créer mon entreprise en France. Malheureusement, pour la créer, il faut d'abord payer. Il faut payer des taxes pour pouvoir commencer à travailler, ce qui me paraît complètement aberrant. Qu'on paie des impôts, je suis d'accord, mais attendez qu'on fasse du chiffre et après on paie. En France, c'est pas comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté la France. Donc rien que pour cela, je leur en veux énormément. Pendant que certains jubilent, d'autres aussi applaudissent, fiers du choix de François Hollande. 66 Sénégalais tués à l'étranger en 2016, 311 détenus dans les prisons hors du Sénégal. Une situation qui, selon Mankeur Ndiaye, est suivie de près par son ministère. Hier jeudi, les députés ont voté le budget du ministère des Affaires étrangères. Il s'élève à plus de 62 milliards de francs CFA, soit 8,81% de hausse en valeur absolue. Les détails avec Adi Atala. Le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, lève un coin du voile sur le nombre de victimes sénégalaises, pour la plupart assassinées en 2016. Une soixantaine a été tuée dans différentes circonstances. En 2016, nous avons recensé quelques 66 cas en 2016, dont 5 cas d'assassinat, 2 par exemple en Caroline du Nord. Les meurtriers ont été arrêtés. Un assassinat à Port-Gentil au Gabon. Le meurtrier court toujours. 2 assassinats à Brazzaville. Les meurtriers ont été arrêtés. Un chiffre alarmant qui vient s'ajouter aux nombreux cas de détention, des centaines pour divers délits.
il y a quelques centaines de compatriotes qui ont été arrêtés aux États-Unis, qui sont sur le point d'être expulsés aux États-Unis, qui ont fait déjà l'objet de décisions de justice, de mesures d'éloignement du territoire américain. Mais nous avions posé des conditions en disant que nous n'acceptons pas les charters. 93 Sénégalais aux États-Unis détenus, passant par la filière sud-américaine, dont 4 à expulser immédiatement. En Espagne, nous avons 194 qui sont détenus, dont 2 femmes, et certains pour trafic de tout genre. À Moscou, nous avons 1, Mauritanie 21, etc. Nous avons un total aujourd'hui de 311 détenus. Donc c'est des cas que nous suivons au quotidien. Pour les cas de Samba Kane qui écope d'une perpétuité aux États-Unis, Mbayang Diop et Al-Khali Cissé en Arabie Saoudite, le ministre reste optimiste vu le suivi des dossiers. L'honorable député Aïda Mbodj a parlé tout à l'heure du cas de Samba Kane, que nous suivons de très près, avec son frère, que vous connaissez très bien. C'est un cas très douloureux. C'est vrai que nous n'avons pas un accord de transfert de prisonniers avec les États-Unis. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure cet accord pourrait être conclu. Soit c'est un accord bilatéral que nous signons, ou bien nous accédons à des conventions internationales auxquelles les États-Unis sont partis. Notre compatriote Mbayang Diop et le cas de M. Al-Khali Cissé. C'est des cas difficiles que nous suivons. Mbayang Diop se porte très bien. On a un contact régulier. Elle-même, parfois, elle est en contact avec ses parents. Notre consul général est en contact avec elle, notre ambassadeur avec elle. Nous sommes en train d'aider pour trouver un avocat. Vous savez, en Arabie Saoudite, un étranger ne peut pas être un avocat d'une personne condamnée. Lors du vote du budget du ministère des Affaires étrangères, les députés ont magnifié la diplomatie sénégalaise et les avancées apportées par le ministre Mankeur Ndiaye, à qui il demande de redoubler d'efforts pour faciliter aux Sénégalais de l'extérieur l'obtention des passeports. Répondre à leurs préoccupations. Nous restons avec le ministère des Affaires étrangères. Depuis le putsch raté de l'armée contre le président Recep Tayyip Erdogan, les relations entre la Turquie et un certain nombre de pays africains sont plutôt tendues. Alors qu'il accuse Fethullah Gülen d'être à l'origine de cette tentative de coup d'État, le président turc a ordonné la fermeture de la centaine d'écoles Yavuz Selim affiliées à la confrérie Gülen. Si la requête des autorités turques est en train d'être étudiée, Mankeur Ndiaye, lui, se veut rassurant. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Adi Atala. On a évoqué un peu le cas des écoles turques, Yavuz Selim. Et c'est des établissements qui sont implantés au Sénégal sous la forme d'associations. Au départ, qui regroupaient des hommes d'affaires et des intellectuels turcs installés au Sénégal. Et l'association est liée au ministère de l'Éducation nationale par un accord qui date depuis 1999 et qui a été reconduit en 2009 et en 2014 pour 5 ans. C'est une association qui gère 9 établissements à Saint-Louis, Maître Abatalib, à Saint-Louis, à Thiès, à Kaolack, à Ziguinchor, au total avec 2432 élèves. 2432 élèves, 249 enseignants et quelques 140 quelques autres personnels. Nous mettons en avant l'intérêt des élèves, l'intérêt des enfants. Nous avons été, je l'ai dit, officiellement saisis par le gouvernement turc pour la fermeture de ces écoles, considérant que le patron est un opposant turc qui est à la base de la tentative avortée de coup d'État du mois de juillet dernier. Et officiellement, la Turquie nous a demandé de fermer ces écoles parce que ces écoles contribuent au financement de l'opposition qui tente de déstabiliser un régime. Nous sommes en train d'examiner cette requête. Nous avons reçu, il y a quelques jours, une délégation turque du ministère de l'Éducation nationale, du 22 au 26 novembre. Et nous sommes en train de voir, en tout cas, comment sauvegarder l'intérêt des élèves, la poursuite des études, et en même temps, consolider nos relations avec la Turquie, qui est un grand partenaire. Je vous l'annonçais en titre, installation ce vendredi du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. La mission du COSE Pétrogaz est d'assister le gouvernement dans la définition, la supervision, l'évaluation et la mise en œuvre de la politique en matière de développement de projets pétroliers et gaziers. La cérémonie officielle d'installation s'est déroulée ce vendredi au Palais présidentiel. Retour sur celle-ci avec Pape Faraning et Mardien. COSE Pétrogaz, comité d'orientation stratégique pétrole-gaz,
installée par le président de la République, une plateforme de gouvernance transparente et inclusive pour une meilleure utilisation de nos ressources pétrolières et gazières. D'assurer en toute transparence et responsabilité une gestion rigoureuse, inclusive et durable de nos ressources pétrolières et gazières, de la présence au sein de cette structure, le comité d'orientation stratégique, de toutes les institutions de la République. Le Sénégal veut s'entourer de toutes les garanties afin de maximiser les rendements. Un institut sera créé à Diamniadio pour former des cadres dans ce domaine. L'impératif de renforcer les capacités pour améliorer la gestion de ces ressources. Et dans cette perspective, j'ai décidé de la création d'un Institut national du pétrole et du gaz qui sera érigé à Diamniadio dans les locaux inachevés de l'Université du futur africain. La génération future va bénéficier du tiers des revenus. Un projet de loi sera même présenté. Il s'agira dans ce projet de loi de planifier l'utilisation des ressources futures avec une clé de répartition entre ce qui ira au budget d'investissement et de fonctionnement de l'État et la part réservée aux générations futures et qui sera logée au Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS. À la tête de cet organe, Ousmane Ndiaye, un homme du sérail, même le président Macky Sall lui tresse des lauriers. Il s'agit d'un homme discret, rigoureux et fort d'une expérience avérée, mais surtout jouissant d'une très bonne moralité. Il a été mon patron à Petrosen et c'est l'homme qui m'a recruté quand jeune ingénieur, j'étais à la recherche d'emploi. Nommé à la tête de ce comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, Ousmane Ndiaye promet de remplir sa mission en toute transparence. Le nouveau président de Cause Pétrogaz assure qu'il défendra dignement les intérêts du Sénégal, même s'il reconnaît que sa mission s'annonce difficile. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Pape Faraning. Une mission très difficile, mais quand on sait qu'il y a des expertises nationales qui vous permettent de travailler dans le même sens, et peut-être éventuellement d'aller à l'extérieur si nous n'avons pas les compétences. Nous pensons que la mission est difficile, mais elle est accessible. On peut y arriver et nous sommes sûrs qu'avec la confiance du président de la République, nous allons arriver à cette mission difficile. L'objectif du comité d'orientation, c'est de voir dans quelle perspective nous allons pouvoir développer ces ressources et quelle part il faut redistribuer aux populations. Parce que le président de la République tient à ce qu'une partie de ces ressources aille vers les populations, aille vers les générations futures. Donc notre travail est un travail de réflexion, d'orientation stratégique pour l'avenir. Pas simplement pour aujourd'hui, mais pour 30 ans, 40 ans, 50 ans à venir. Transparence, oui, ce sera transparent parce que nous allons travailler dans un comité élargi à l'Assemblée nationale, au Conseil économique et social, au Conseil des collectivités locales, où des personnalités de très haut niveau, de très grande qualité, vont travailler dans ce comité pour réfléchir ensemble. Ce ne sera pas la décision d'une personne, ça va être une décision collective. Direction la région de Thiès où a été présenté le rapport des sociétés minières. D'après le président de l'initiative pour la transparence des industries extractives, le secteur mobilise en contribution 117 milliards de francs CFA. De nombreux maires de la région thiessoise se disent désolés. Selon eux, leur collectivité locale ne bénéficie pas de la rente minière. Reportage de nos correspondants à Thiès, Charanta Diop et Saïla Tire. Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal a franchi un pas de géant en vue d'améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans les sociétés extractives. Cela veut dire que toutes les compagnies pétrolières, gazières, minières qui sont établies au Sénégal et qui sont retenues dans le périmètre ont fourni les données qu'on leur a demandées. Le secteur extractif a contribué à hauteur de 117 milliards, dont 109 milliards du secteur minier et 8 milliards
du secteur pétrolier. Nous avons vu aussi que le secteur extractif aujourd'hui est l'un des secteurs aussi qui emploie beaucoup de Sénégalais. Thiès est la première région minière du Sénégal. Publiez ce que vous payez. Pour lui, il y a un paradoxe. C'est bien de publier ce que l'on paye dans les industries extractives et minières de notre pays, mais il faut aller au-delà. C'est qu'il faut aller jusqu'à la répartition de ces ressources. Si nous connaissons ce que les gens payent, nous devons pouvoir, sur la base des décrets du président de la République, donc sortir les fonds qui doivent revenir au côté local et aller jusqu'à la prise en charge des arrêtés. Mais il faut faire un tour à Ngoundiane. Vous verrez que les carrières de Ngoundiane cohabitent avec les villages. Et l'exploitation, plus ou moins, impacte négativement sur la vie et la santé des populations. Nous avons pensé que c'est une injustice que des entreprises qui sont basées à Dakar et leur carrière en Ngoundiane exploitent, polluent la vie même des populations et payent leurs patentes et leurs redevances à Dakar. Qui en bénéficie? Donc nous pensons que c'est une injustice et c'est une anomalie qu'il faut corriger. Les collectivités locales de Diogo, Mboro, Ngoundiane exigent la mise en place du fonds de péréquation pour une prise en charge globale des intérêts des populations impactées par ces sociétés minières. Parlons à présent des élections générales de représentativité des centrales syndicales. Cher Alassane Sène appelle les travailleurs à se mobiliser autour de la FGTSA. Au cours d'une assemblée, le secrétaire général s'est plaint du bilan des représentants des centrales syndicales après leurs 6 années de présence au sein des institutions locales. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Salif Sow. Nous mettons en garde les chefs d'entreprise parce que nous savons l'expérience de 2011. Des chefs d'entreprise qui en tout cas mènent des trafics d'influence, qui orientent les électeurs, ou bien qui prennent les véhicules de leurs entreprises pour les mettre à la disposition de certaines centrales syndicales. Nous voulons qu'ils puissent garder une certaine neutralité par rapport à ces élections-là. Chaque organisation syndicale est libre, en tout cas, de s'organiser, et c'est regrettable, et c'est la première fois que je me prononce sur cette question. Il s'agit de la subvention, et ces 4 centrales syndicales bénéficient de tous les avantages, en réalité. À 3 mois des élections, ils bénéficient de 300 millions. Moi, je pense que l'État pouvait garder cette somme parce que ça va fausser les règles du jeu. Même pour aller à Genève, ces 4-5 centrales syndicales qui viennent en tête, c'est l'État qui les prend en charge. Mais chaque année, on participe avec nos propres moyens, mais pas avec les moyens de l'État. Et il a été constaté qu'en 2011, le taux de participation était de 32%, ce qui montre que 68% des travailleurs n'ont pas véritablement participé. Comme vous le savez, la retraite se prépare pendant la vie active. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu constater? Des pensions qui sont dérisoires. Nos représentants au niveau de ces institutions, qu'est-ce qu'on a? On ne les a pas entendus. Au moment où on doit évaluer leur présence au sein de ces institutions. Mais ce sont les retraités qui portent leurs propres revendications. Ils ont défailli à leur mission. Le Sénégal est le seul pays où les institutions de prévoyance maladie sont fragmentées. Et cette institution de prévoyance maladie médicale est déficitaire de 80%. C'est regrettable. Donc pourquoi pas, par exemple, procéder à une fusion de ces institutions? Qu'on puisse véritablement penser aux retraités. Réunies autour d'une plateforme, des femmes militent pour leur accès au logement. Lors d'une assemblée générale, elles ont annoncé la mise en place de leur bureau et invitent la Jante féminine à rejoindre leur organisation. Selon elles, leur objectif est de permettre au plus grand nombre de bénéficier d'un endroit où se loger et ce, dans des conditions souples. Écoutons la présidente de l'organisation au micro d'Adia Tala. Nous venons de monter le bureau de la coopérative d'habitat des femmes Andidjego. Comme son nom l'indique, une coopérative d'habitat, c'est l'octroi d'un toit pour toutes les femmes qui en veulent bien, d'avoir un toit. Et c'est très important, d'autant plus que la femme, c'est le socle de la famille. La femme doit être en sécurité. Et je pense que ce toit-là peut lui offrir cette sécurité-là. Tout ce qu'il faut, c'est faire partie. Pour être membre, il faut être membre de la plateforme d'abord. Et dans cette plateforme-là, on a créé cette coopérative d'habitat-là aujourd'hui même 1er décembre. Et donc toutes les femmes qui le veulent bien, vraiment peuvent y adhérer. Il faut juste cotiser sa part sociale.
qui ne coûte pas très cher, c'est simplement 1000 francs. Dans la région de Matam, la commune des Agnam bientôt dotée d'un poste de santé et d'un centre socio-culturel. D'après les autorités, les 2 ouvrages seront livrés dans moins d'1 an. Pour leur réalisation, 1 milliard de francs CFA seront injectés. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence du maire de la localité Farban-Ngom. Retour sur celle-ci avec Adi Atala et Lamine Diagne. On a eu d'énormes problèmes avec ce poste de santé. Vous regardez, vous avez vu, on n'a qu'une salle d'observation. D'ici quelques mois, ce ne sera que de vieux souvenirs, en posant la première pierre du centre de santé des Agnam et à Orefondé. Le président Macky Sall, avec lui le Fouta est sorti de l'oubli. Aujourd'hui, bénéficie de la même attention que celle accordée aux localités du pays. Le centre de santé des Agnam, d'un coût global de près d'1 milliard, se veut une structure moderne. Un centre de santé de dernière génération sur une superficie de 3 hectares et comprendra une polyclinique, un service d'urgence, un service de réanimation, une maternité, un bloc opératoire, un centre de dialyse de 14 lits, 32 lits pour l'hospitalisation de la médecine interne, 24 lits pour l'hospitalisation de la maternité et de la pédiatrie, des logements pour médecins, sages-femmes, infirmiers et personnel de passage. La réalisation de cette infrastructure moderne contribuera à coup sûr à l'amélioration de la qualité des soins et soulagera les populations de l'arrondissement de Agnam qui, pour le traitement de certaines pathologies, sont obligées de faire plus de 50 km pour atteindre l'hôpital le plus proche. Une réalisation rendue possible grâce à la volonté du chef de l'État et à la diligence du maire de la localité. Cette initiative ne relève pas seulement d'une action politique nationale, mais surtout d'une initiative d'un fils de Agnam Sivol, à la tête desquels notre ami et frère Farban-Ngom. La commune des Agnam ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans son programme de modernisation. Mention spéciale aux habitants d'Agnam Sivol qui ont cédé certains de leurs terrains pour y soit construire le centre de santé. Merci au chef de village Abdoul Sambaka, aux notables, aux chefs religieux qui ne cessent de prier pour la réussite du président Macky Sall, aux jeunes de Sivol qui depuis plus d'1 mois sont mobilisés autour de l'organisation de la manifestation. La cérémonie de la pose de la première pierre du centre de santé des Agnam a réuni tous les fils du terroir et autorités qui ont tous magnifié l'événement. Par la même occasion, il a aussi été procédé à la pose de la première pierre de l'hôtel de ville moderne de Chilogne. À présent, je vous propose de parler culture à travers l'exposition Parcours. 2 artistes d'origine allemande présentent leurs œuvres, l'une pour évoquer la musique contemporaine, l'autre pour raconter des anecdotes issues de ces différents voyages. L'exposition se tient à la Galerie nationale d'art. Aïssa Toupaï et Léane Yafouna l'ont découverte. Suivons leur reportage. En regardant ces tableaux, l'on peut se poser plusieurs questions sans savoir vraiment ce que l'artiste veut faire passer comme message. Mais rassurez-vous, Uta Schneider nous parle tout simplement du 4e art. D'habitude, j'écoute la musique contemporaine des musiciens allemands. En écoutant, j'essaie de saisir le rythme et certaines sonorités. En visualisant tout cela, j'essaie de traduire toutes les sensations et vibrations. La couleur orange que vous voyez, elle est d'un compositeur allemand. Je n'arrive pas à l'expliquer, c'est comme une intuition. Riem, Wolfgang Riem, who is a German composer. Un quiz, une ville en Casamance, toute une histoire. Malgré tous ces indices, avez-vous déchiffré cette écriture? Ce tableau fait partie de mes différentes œuvres. Les écritures sont illisibles, mais j'ai écrit Ziguinchor. Parce que vous savez, quand vous êtes étrangère dans une ville, vous ignorez plusieurs choses. Donc vous vous arrêtez quelque part pour interpeller quelqu'un et lui demander une adresse. Il vous griffonne l'adresse sur un petit papier et ce sont ces bouts de papier, à travers de petites histoires, que j'essaie de traduire.
which are produced like this. Elles ne sont pas les seules à exposer à la Galerie nationale. Les artistes sénégalais, eux aussi, participent au parcours. Une très large ouverture vers les artistes. Et vraiment là, on leur donne la chance quand même de pouvoir venir s'exprimer, exposer leurs œuvres, rencontrer du public et éventuellement aussi trouver des acquéreurs. Les collectionneurs, tous les amateurs d'art qui ont envie d'acheter des œuvres pour leur décoration. Je crois que c'est un peu ça aussi, ça fait partie. 10 jours durant lesquels 19 vernissages seront étalés avec des contenus évidemment différents. Un mot de sport avec le démarrage ce vendredi de la 5e édition des Ladies Turn. Cette association qui prône pour le développement du football féminin a reçu pour cette édition une aide du Canada à hauteur de 11 millions de francs CFA. Ces joueuses de football ont fait face à la presse ce jeudi. Nos reporters Chartidiane Diao et Ababakar Kamara étaient présents. Promouvoir le football féminin au Sénégal, une mission chère à l'association Ladies Turn qui ne ménage pas ses efforts. Cette année, on a préféré jouer avec des équipes de première et de deuxième division. D'habitude, on faisait des tournois en interne dans les régions. Et cette année, on a invité les régions à Dakar et on va faire un tournoi et aider les équipes de première division en matériel en leur offrant des jeux de maillot, des ballons, tout ce dont elles ont besoin pour bien démarrer le championnat. Dans cette mission, le Canada est venu mettre la main à la pâte. L'idée, en plus du football, est de promouvoir l'éducation des jeunes filles. Aujourd'hui, je suis très fière que le Canada s'associe à l'organisation Ladies Turn pour la promotion du football féminin. Le Canada est très engagé dans les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. À travers le football féminin, on voit que les femmes et les filles développent leur leadership et favorisent la confiance en soi, permet leur réussite scolaire. Ladies Turn, qui démarre ses activités ce vendredi, veut faire de cette 5e édition une réussite totale. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai été ravie de vous présenter. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir et je vous donne rendez-vous demain pour le journal de 20h. En attendant, je vous laisse en compagnie de Bouba qui est sur la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa et merci pour le journal. Le point final de cette édition, vous le savez, c'est l'invité qui arrive juste après ceci.